Alors, je rapporte les dernières délibérations, à savoir la 41 pour 2 contrats d'apprentissage. Nous participons, bon, moi l'apprentissage est quelque chose que j'ai toujours et que je continue à défendre. Tout le monde ne peut pas faire des études supérieures et se former via un CAP ou via un bac pro me paraît une bonne chose. Sauf que bien souvent, ces gamins à qui on propose ces formations au niveau scolaire, on leur demande de se débrouiller tout seul ensuite pour trouver un maître de stage. Alors, bien sûr que cela a un coût, même s'il est moindre que l'embauche pure et dure d'un agent, mais en même temps, on donne la chance à 2 jeunes d'avoir un véritable métier, parce que lorsqu'ils sortent, ils ont un véritable métier. J'espère de tout cœur que tout ce qui concerne l'apprentissage dans tous les domaines de l'apprentissage, justement, sera promu par des textes facilitateurs dans les années qui viennent. Oui ? Bon, effectivement, pour ce type de libération, on ne peut que les appuyer dans une période où malheureusement la France est victime encore de graves problèmes de chômage. Et effectivement, alors c'est un peu le paradoxe, et vous avez commencé vos propos par ça, les études supérieures ne sont pas données à tout le monde. Mais c'est de ça justement où on doit sortir. L'apprentissage ou les grandes études ne sont pas faites pour les bons ou les mauvais. On peut avoir la chance et la capacité intellectuelle de faire de grandes études, mais ce n'est pas parce qu'on rentre en apprentissage qu'on a pour autant des capacités intellectuelles qui sont moindres. Bien au contraire. Et c'est justement avec ce type de politique-là qu'on peut appuyer ce processus, mais attention aussi à utiliser les bons mots. Il n'est pas question de dire que les études supérieures sont données à malheureusement ceux qui ont la possibilité ou pas de les faire. Aujourd'hui, on souffre un peu trop de ça. Quand on parle un peu autour de nous, avec des voisins, avec des amis, c'est vrai que ça reste encore réducteur que de dire mon fils va faire un contrat d'apprentissage. C'est vrai que c'est bien mieux d'avoir des enfants qui rentrent dans les études supérieures, qui font 2 ans de fac de lettres ou 3 ans de psycho et qui malheureusement au bout du compte ne se retrouvent sans rien parce qu'aujourd'hui ça ne débouche sur rien. Donc ce type de délibération, il faut continuer à les appuyer et il faut absolument que plus haut, l'apprentissage soit encore mis plus en avant. Mais vraiment, que ce ne soit pas fait uniquement que dans les propos, mais dans les actes. Parce que je suis désolé aujourd'hui, mais c'est vrai, vous avez entièrement raison. Combien de jeunes tournent chaque été pour trouver un patron, une entreprise pour continuer un BTS, un CAP ou autre, et que malheureusement, ils n'en trouvent pas. Donc oui, il faut continuer dans ce processus-là, mais attention aux mots qu'on utilise. Concernant les mots que j'ai utilisés, c'est pas une critique, mais c'est vrai que... Mais vous pouvez. Mais j'ai peut-être été maladroit, mais je vois pas sur quoi. Oui, c'était une très légère maladresse. Mais... oui, c'est vrai. Oui, voilà, mais ce n'est pas... Aujourd'hui, il y a des gens très intelligents qui mériteraient de faire l'apprentissage. Un exemple tout bête. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de professeurs qui peuvent dire, écoutez, votre enfant, l'école ne lui plaît pas, ce serait peut-être bien qu'il rentre dans un CAP ou dans un BTS. On a encore beaucoup de parents qui, malheureusement, ah non, mon fils est très intelligent, donc il mérite d'aller faire de grandes études. C'est de ça qu'il faut qu'on sorte. L'apprentissage, aujourd'hui, c'est un peu considéré en France comme la voie de garage des gens qui n'ont pas les capacités d'intellectuel. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Oui, non, mais ça aurait pu être interprété. Parce que mon fils a suivi cette formation-là. C'est pas une question d'intelligence, si, c'est quand même une question de capacité intellectuelle qui ne relève pas de la même chose. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne est bête, et là, on ne va pas soulever ça en conseil municipal, mais non. La vraie question, c'est quoi l'intelligence ? Oui, pour faire médecin, on a besoin de faire de grandes études, pour faire plombier, on a besoin de faire de l'apprentissage. Mais il n'est pas question d'intellectualité ou autre. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 42, alors bon, ça c'est un truc purement technique, concernant les parcours professionnels, des carrières et des rémunérations. Alors, pour faire simple, vous savez qu'il y a plusieurs grades et qu'on a décidé de diminuer le nombre de grades. Et par exemple, dans la filière C, il y en avait 1, 2, 3, 4, et on est passé à 3. Donc c'est une démarche de simplification qui, soit dit en passant, ne simplifie pas forcément les choses pour les fonctionnaires des ressources humaines, mais c'est comme ça. Donc voilà, il faut le voter. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.
Alors justement, un petit peu dans le prolongement, et on vous propose des créations de postes qui n'ont pas des embauches, mais qui permettent le déroulement de carrière à des agents qui existent déjà dans la collectivité et qui passent au grade supérieur, par exemple, animateur principal première classe après l'avoir été de deuxième, rédacteur principal deuxième après avoir été rédacteur tout court. Bref, il faut créer des postes pour que le poste soit en adéquation avec le grade auquel accède le fonctionnaire. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Deux abstentions. La 44, c'est la convention cadre habituelle avec le CNFPT. Alors je rappelle que depuis la loi de 84, le CNFPT s'occupe de la formation, le CDG, de la carrière. Qu'aujourd'hui, on a une cotisation à hauteur de 0,9% de la masse salariale de la cotisation versée au CNFPT et que ces formations, entre guillemets, gratuites aujourd'hui, risquent de devenir de plus en plus difficiles et de plus en plus rares. Mais bon, oui. Nous pourrions profiter de la cotisation versée pour former un employé de la mairie en économe de flux et ainsi économiser 36 526 €. D'accord. Donc je vais mettre aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors la 45, c'est la mise à disposition d'un agent administratif au syndicat d'initiative des Pennes Mirabeau dans le prolongement de ce que l'on fait depuis un certain nombre d'années. C'est un agent administratif qui s'occupe de l'accueil et du secrétariat du syndicat d'initiative au Pennes Mirabeau. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. 46, c'est l'appel d'offres dans le cadre de l'entreprise qui va s'occuper de nos chèques restaurants, qui est un des avantages sociaux que j'avais donné il y a quelques années en faveur du personnel. Alors, le montant que vous avez dans la délibération, il s'agit bien d'un montant maximum. Le montant réel est aujourd'hui de 350 000 €. Mais quand on dit 350 000 €, c'est le montant total de l'achat des chèques. Une fois que les chèques sont achetés, la moitié est payée par la collectivité, soit 175 000 €, et l'autre moitié est payée par les agents pour une valeur faciale, comme on dit, de 6 €. Voilà. Qui est pour? Oui, pardon. Pour les mêmes raisons qu'au début, étant donné qu'on rentre dans le cadre d'un appel d'offres, et étant donné que vous nous répondez négativement au fait de pouvoir participer à ce type de commission, on ne prend pas part au vote. Normal. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? De non-participation au vote. La 47, qui est la dénomination de la petite voie qui part du 8 chemin de Pierrefeu et qui sera dénommée chemin Henri de Moreau. Après, évidemment, accord et unanimité dans le quartier de la famille. C'est un ancien adjoint au maire qui était connu pour son engagement citoyen après la Seconde Guerre mondiale. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors oui, on fait un gros morceau. Il y a 1, 2, 3, 4 délibérations autour du même objet. Bien sûr, on les votera une par une, mais j'ai essayé de rendre les choses simples en faisant mon propre petit laïus. Nous avions aujourd'hui 62 logements que nous souhaitons céder à l'Ologirem. On avait pris une délibération déjà en avril 2016 pour le faire. Je dis bien céder, vendre. Aujourd'hui, nous sommes sous un bail amphithéotique. Alors, avant de rentrer dans le détail de pourquoi nous souhaitons les vendre, quelques explications. Sur ces 62 logements, 5 sont sortis du contingent pour être détruits dans le cadre du projet Victor Hugo. Ce sont les 5 logements sociaux de Pierrefeu.
Pour ce faire, comme il y a quand même une rupture de bail avec le bailleur social, nous devons une indemnisation, soit 227 000 €. Sur les 57 restants, nous avons décidé d'en sortir encore 2. Un à Plan de Campagne, l'ancienne école de Plan de Campagne, l'autre au Grand Verger. D'où l'avenant de la délibération 50. Pourquoi on a voulu sortir ces 2 ? Pour le Grand Verger, parce que ce terrain fait partie de la ZAC de Palière 2, et que donc évidemment on a des projets là-dessus. Pour Plan de Campagne, parce qu'il y a ce vieux local de Plan de Campagne qui n'est pas dans un état extraordinaire. Mais écoutez, pour aller souvent voir les gens là-bas, bon, on écoute, ben, ils y tiennent. Et en tout cas, ils tiennent à la façade. Donc pour le moment, j'accède à leur demande en leur précisant bien qu'il va falloir un jour ou l'autre prendre une décision, parce qu'on ne va pas laisser se délabrer un vieux bâti dont la requalification, mettons, ben tiens, comme le suggérait tout à l'heure M. Sanchez, comme pour Marcel Cerdan, coûterait une véritable fortune. Donc ces 2, on les a sortis. Donc 62 moins 5 moins 2, il en reste 55. Alors pourquoi j'ai décidé de les vendre ? Ce que nous rapportent ces logements, c'est ce qu'on appelle une redevance. Alors ce n'est pas simplement un loyer, puisqu'on est sous le coup d'un bail amphithéotique. C'est un loyer, effectivement, déduit d'un certain nombre de charges. Or, cette redevance se réduit comme peau de chagrin pour la bonne et simple raison que ces logements sont vétustes. Très vétustes. Deuxième raison, à terme, notre patrimoine, parce que voilà, c'est la loi, va être transféré à la métropole. Et donc, ce que l'on peut en tirer, à savoir 4,4 millions, la Logirem nous en avait proposé 3,2 millions, mais après d'actes négociation, j'ai pu obtenir 4,4 millions. Eh bien, ces 4,4 millions, je préfère qu'ils soient directement dans les caisses de la commune que demain dans les caisses de la métropole. Pour être clair au niveau des chiffres, il y a aujourd'hui, pour revenir sur la redevance, une redevance annuelle de 195 000 € pour la totalité des logements, auxquels j'enlève les 30 000 des 5 logements de Valsec. Alors, au demeurant, alors vous allez dire pourquoi vous les vendez à Logirem, pourquoi vous ne les vendez pas en appel d'offres ? Pour une raison extrêmement simple, c'est que nous sommes tenus par le contenu du bail amphithéotique. Et si nous le résilions avec la Logirem, nous leur devrons une indemnité de 2 millions d'euros. Donc, pour être clair, ça fait pas mal de temps que je cours après la Logirem pour qu'ils acceptent ce marché qui ne leur est pas très favorable au point de vue financier, mais c'est un peu le ticket d'entrée pour eux pour continuer à travailler de façon claire avec eux. Et je ne dis pas exclusive, ça on n'en a pas le droit, mais préférentielle. Et c'est l'objet de la dernière délibération, celle de la convention de partenariat. Donc pour toutes ces raisons, je propose la cession de 55 logements sociaux à la Logirem pour un montant de 4,4 millions. Voilà, j'ai écrit ça à la hâte et de tête pour justement rendre les choses le plus accessibles possible. Je vous écoute. Oui. 55 logements vendus. Cela démontre votre mauvaise gestion. Oui. Lorsque nous avons voté le budget, nous avions pointé, entre autres, le fonctionnement qui englobe près de 70% du budget. Oui. Un record en France. Dans le compte administratif, nous avions pointé l'achat de smartphones et de tablettes pour vos élus, les voyages, les déplacements, et même l'achat d'effets personnels comme votre cafetière. Après avoir mis la mairie dans la passe financière, pour faire face, vous vendez les bijoux de famille. Appartements, maisons des Pénois, tout y passe, absolument tout. Tout doit disparaître. Mais je vous avoue que je suis perplexe, car vendre des maisons, dont une maison bourgeoise de 157 mètres carrés en bon état pour y faire un logement social, me paraît en décalage avec les véritables besoins. Pardon, je vous interromps une seconde là-dessus. Ce sont des logements sociaux actuellement. Hein.
Bon, donc je ne vends pas de maisons bourgeoises pour faire des logements sociaux. Je vends 55 logements sociaux actuels et ils sont... Non, mais c'est pas pour polémiquer. Et ils sont logements sociaux bien avant le bail amphithéotique, puisque à l'époque, M. Mélan les avait, dans le cadre du droit de préemption, préemptés un par un et en avait fait une espèce, passez-moi l'expression, de cagnotte, de patrimoine de logements sociaux qu'il attribuait lui-même, là, effectivement, sans passer par un bailleur social. Alors, pour quelles raisons nous sommes... Non, mais c'est intéressant de rappeler ces choses-là. Pour quelles raisons nous sommes passés par un bailleur social? Pour deux raisons. D'abord, parce que la gestion de 55 logements en régie, en interne, est quelque chose de très compliqué, surtout que ce sont vraiment de vieux logements. La deuxième raison, c'était pour une question de transparence, c'est que je préférais, même si on a notre mot à dire, que l'attribution se fasse par le biais d'un bailleur social. Et la troisième raison, c'est que la loi SRU est passée par là et que cette cagnotte de logements sociaux que nous avions constituée, je dirais, en interne et à la bonne franquette, n'était pas comptabilisée comme telle. C'est juste pour rectifier, sans polémique, l'erreur que vous venez de faire. Mais continuez. Voilà, c'est fait. Non, voilà, mais quand même, je me posais la question. C'est pas grave. Maison bourgeoise, 157 mètres carrés. C'est laquelle? C'est la troisième avant-dernière. À la Gavotte, 87, route de la Gavotte. Oh, pauvre, ça me paraissait. Se voit que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais bon, peu importe. Bah, c'est écrit dessus. Oui, excusez-moi. On les qualifie comme ça. Allez la voir. Bon, mais continuez. Allez la voir. Il y a écrit bon état, 157 mètres carrés. Maison bourgeoise. Non, mais j'ai fini. Ah, vous avez fini. Bon, voilà, donc c'était les raisons. Alors, les bijoux de famille, si c'est des bijoux de famille, croyez-moi, ils sont dans un état... Je vous assure, la Logirem a accepté ça après s'être fait tirer l'oreille. Alors, je ne veux pas polémiquer parce que bon, je ne devrais pas le dire. C'est mon dernier conseil municipal, je ne veux pas être désagréable avec vous et avec votre parti. Mais quand même, quand on voit ce que fait M. Racheline à Fréjus... c'est autre que l'hôpital qui se fout de la charité. Allez, je me suis fait un petit plaisir du dernier soir. Excusez-moi, mais vous dites, certes, j'en vois qui sont en mauvais état, c'est écrit et tout. Vous avez quand même la bonne moitié marquée bon état. Mais monsieur, on n'a pas vendu ça à la bonne franquette, on a vendu ça sur des bases d'évaluation sérieuses. Attendez, c'est de l'argent public. On est d'accord, mais dites pas qu'il y a tout qui tombe en ruine. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ce sont des logements qui datent bien souvent du début, en tout cas du milieu du XXe siècle, qui se dégradent. Et je reviens à alors ça a été très technique, que cette redevance est en train de se réduire. Pourquoi? La redevance, c'est les loyers déduits des charges. Les loyers vont peu augmenter parce que ce n'est pas dans la philosophie des choses que les loyers, en tout cas dans ces zones-là, continuent à augmenter. Et je rappelle que c'est du logement social. Mais en revanche, les charges, elles, continuent à augmenter de façon exponentielle. Voilà, je vous ai répondu de mon mieux. Après, libre à vous, bien sûr, de ne pas voter. Monsieur Amaro, vous vouliez? Non? Parfait. Bon, alors, j'ai été clair, mais par contre, on va une par une. La 48, qui est pour? Qui est contre? 2 contre. La 49, qui est pour? Qui est contre? 2 contre. La 50, qui est pour? Qui est contre? 2 contre. La 51, qui est pour? Pardon. Monsieur le maire, une petite question concernant cette convention avec les logements sociaux vis-à-vis de la Logirem. Effectivement, vous parliez de préférence avec la Logirem. On a évoqué un dossier le mois dernier concernant la gestion par la Logirem du Saint-Georges, qui reste... Il n'y a aucune problématique avec la Logirem sur les logements sociaux de la commune des Pas-de-Mirabeau, hormis sur un secteur. C'est celui du Saint-Georges, et c'est là où on a un peu d'inquiétude concernant ces délibérations. Autant sur la transaction financière, ça permettra peut-être de payer les 36 000 € du gestionnaire de flux, mais on a quand même quelques interrogations quant à la Logirem d'être en capacité de pouvoir gérer ces nouveaux logements, étant donné la gestion désastreuse qui se fait sur le Saint-Georges. On vous avait remonté quelques dossiers, vous nous aviez donné votre accord sur le fait d'organiser une réunion sur place au Saint-Georges
avec la population et la Logirem. On aurait aimé savoir où ça en était en termes d'organisation de ce rendez-vous. Alors, je sais que je n'y suis pas allé personnellement, mais ça a été fait. Voilà, vous pouvez nous faire part des remontées, Monique ou Jean-Marc? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez dit? De toute façon, avant ma cessation d'activité, je compte y passer personnellement. Voilà. Alors, en ce qui concerne les logements dont tu cites, Romé, il y avait le problème des poubelles, en l'occurrence des logettes. Dans cette logette, dans un premier temps, les conteneurs qui sont en dessous la pièce, cette dame se plaint qu'elle les a sous la fenêtre, vont être déplacés à l'entrée. Et M. Dominique Bussy et Gérard Pateau et moi-même et Mme Sissia, nous avons fait une demande dans la Logirem pour recréer une logette qui soit en dehors des bâtiments. Ça va être fait. La dératisation, il y a eu une dératisation qui a été faite aussi. Et en ce qui concerne le logement sur les problèmes, là c'est Mme Monique Sissa qui a écrit, je crois que la semaine dernière, concernant une forte odeur vraiment nauséabonde dans un des bâtiments, où là on a écrit, ça a été écrit à la Logirem, on attend la réponse pour qu'ils engagent des travaux concernant cette forte odeur qu'il y a dans ce bâtiment, je crois que c'est le T5. Donc, de ce que je comprends, il n'y a pas eu de réunion sur place avec les habitants, la Logirem, la ville. Non, il n'y a pas eu la Logirem. C'est ça qui était. Voilà, c'est nous qui avons rencontré les habitants qui se plaignaient. Ouais, mais ça règle. Alors, c'est là où. Désolé de te couper, Jean-Marc, mais pour une fois, on n'incrimine pas la ville, et c'est le discours que l'on vous a tenu, c'est que la Logirem joue un double discours sur le Saint-Georges. La Logirem tient un certain discours à la population, et vous tient à vous un certain discours. C'est la raison pour laquelle on a demandé expressément, de manière écrite et orale, à ce qu'il y ait une réunion sur place avec les habitants, que l'intégralité des habitants soit invitée, et avec la Logirem. Parce qu'il y a deux choses à régler. Ça, c'est une résolution de problème à très court terme, et il fallait le faire, et vous avez très bien fait de le faire pour la population. Mais là, il faut absolument organiser une réunion sur place avec la population et la Logirem, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut que la Logirem arrête de se défausser sur des problèmes qu'elle ne règle pas. Malheureusement, il faut que les choses fassent un peu boule de neige pour que ce soit pris en compte. Donc il faut que la Logirem soit mise devant ses responsabilités. Et aussi, de l'autre côté, il y a des habitants qui, à un moment donné, par certains comportements, doivent aussi être accompagnés sur le discours sur, malheureusement, des choses à faire et à ne pas faire. Donc, oui, pour le court terme, et encore merci d'avoir pris le dossier à bras-le-corps. Néanmoins, on attire l'attention sur le fait que pour résoudre le problème à long terme, il faut absolument qu'une réunion soit organisée sur place. C'est ce qu'on a demandé courant septembre avec l'intégralité des habitants qui seront présents et la Logirem. Elle sera faite. Alors, j'attire juste votre attention sur la forme. Elle sera faite. Sur la forme, j'ai déjà organisé ce type de réunion de par le passé. Ça a des avantages et des inconvénients. Alors, effectivement, tout le monde a le même niveau d'information. Après, vous savez, les gens, lorsqu'ils sont, comment dirais-je, en groupe, ils ont parfois des comportements collectifs qu'ils n'auraient pas de façon individuelle. Nous, on s'est géré à peu près, et puis je crois qu'on a montré notre capacité de réactivité et tout ce qui s'ensuit. En revanche, ma crainte dans ce type de réunion, c'est immédiatement le défouloir, y compris de choses bien autres, que peut constituer la présence de la Logirem comme le bouc émissaire. Moi, chaque fois que j'ai fait ces réunions en présence de la Logirem, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis toujours intervenu pour dire, non, on n'est pas là pour crier haro sur le baudet, en l'occurrence sur la Logirem. Et en l'occurrence, c'est même pas la Logirem, c'est le local de l'étape qui en général se fait houspiller, qui sait plus ou moins bien traiter le truc. Mais écoutez, vous souhaitez cette réunion, après tout, ça fait partie des rôles. Non, mais entre majorité et opposition, je suis d'accord pour cette réunion, avec ou sans moi, mais je suis d'accord pour cette réunion. Voilà, c'est acté. Voilà. Donc je mets aux voix, c'est la 51 qui est pour, qui est contre, 2 contre, donc c'est adopté. Ah, et 2 abstentions, excusez-moi.
Bien, écoutez, le conseil municipal est terminé. Je vais vous dire quelques mots, mais extrêmement brefs. Le 27 septembre, il va y avoir le conseil municipal où je vais donc démissionner, où on va procéder à l'élection d'un nouveau maire. Je le dis avec un... Alors ce soir-là, je ne vous cache pas que je ne ferai pas un long discours, mais quand même, je dirai quelques mots, je dirai ce que j'ai envie de dire, et ça viendra vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, nous sommes... il se peut qu'il y ait un peu de monde. Hein. Aujourd'hui, c'est mon dernier conseil municipal de bout en bout. Donc je voudrais vous remercier. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des élus, que ce soit de mon groupe majoritaire comme de l'opposition. Je suis profondément républicain. Pour ça que tout à l'heure, Serge, tu m'as un petit peu piqué. Je n'ai jamais empêché l'opposition, quelle qu'elle soit, de s'exprimer. Et ça, je mets au défi quiconque de dire le contraire. Mais des fois, effectivement, dans le feu des délibérations et des échanges, on peut avoir des propos un peu vifs qui parfois même dépassent nos pensées, bien que ce soit à l'honneur des élus que de maîtriser le langage. Donc d'abord remercier l'ensemble des élus, ceux qui ont été les plus proches de moi, les adjoints, tous les élus municipaux qui chacun dans leur fonction, dans leur délégation, dans leur disponibilité, ont participé de l'action de la mairie. Je voudrais ensuite remercier les fonctionnaires qui m'entourent, et j'allais dire à tout seigneur, tout honneur, oui quand même, le directeur général des services, qui est par définition celui qui subit le plus le maire et les difficultés que l'on peut avoir, ses bonnes humeurs, ses mauvaises humeurs, bref, c'est la règle. Je voudrais remercier aussi tous les autres fonctionnaires qui sont là ce soir, chacun dans leur... Alors je me tourne vers eux, je ne sais pas qui y a, mais on va citer donc derrière moi Monsieur Gallo, Madame Ibaud, Madame Greffeuil, Madame Benon, Madame Oreille. J'ai oublié personne au niveau des fonctionnaires. Bon. Alors Bernadette n'est pas là en qualité de fonctionnaire. Elle est là en qualité de journaliste pour la Provence et je la remercie de sa présence assidue également. Sans dévoiler ce que je dirai le 27, il n'y a pas des choses bien extraordinaires. Je voudrais dire qu'en ce qui me concerne, j'ai été un maire heureux. J'ai été un maire heureux et peut-être un des derniers de la génération des maires qui peuvent encore véritablement faire quelque chose de leurs propres mains. Parce que les transferts de compétences, les diminutions de moyens rendront pour les maires des générations à venir les choses beaucoup plus compliquées. Je voudrais aussi vous délivrer un scoop, je sais qu'il ne sortira pas d'ici, c'est-à-dire que dans 5 minutes tout le monde le saura. Je ne me représenterai pas en 2020. Voilà, je tiens à le dire de façon un peu solennelle. Parce que lorsque, en janvier dernier, au moment des vœux, oui je sais, ça va faire plaisir à certains, mais écoutez, les jeunes loups, préparez-vous. De tous bords. N'est-ce pas ? Mais lorsqu'en début d'année, à l'occasion des vœux, j'ai annoncé ma décision de choisir le Sénat, et donc, puisque la loi de février 2014 le veut ainsi, d'abandonner la mairie, j'ai laissé planer un doute. Puis j'ai réfléchi. Le grand retour, la fausse sortie. Les gens n'aiment pas ça, et pour être tout à fait honnête, moi non plus. Moi non plus. Donc j'ai toujours essayé d'appliquer à moi-même, aux autres, ce que je m'applique à moi-même. J'ai été un maire heureux, j'ai fait de mon mieux, je ne dis pas que tout est parfait, loin de là. Bon, il est de bon ton de l'opposition, et ça c'est un peu vrai, je rejoins quand même un peu ce que disait quand même Gérard, de fustiger l'équipe en place. Mais quand même, j'ai fait de mon mieux. Il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles je tiens particulièrement. C'est peut-être les choses sur lesquelles certains me critiquent le plus, mais c'est effectivement le logement social. Je crois avoir fait du logement social intelligent.
Je crois avoir effectivement utilisé les moyens à ma disposition d'aujourd'hui en termes d'attribution. Je ne sais pas ce que seront les attributions dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. On gère le présent, on fait des projections vers l'avenir, mais il faut d'abord et avant tout gérer le présent. Voilà ce que je tenais à dire. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Je le dirai de façon plus longue le 27 septembre. C'est normal, il risque d'y avoir du... Enfin, il risque... Oui, j'ai envie qu'il y ait un peu de public, quoi. Je ne vous ferai pas le coup de la larme à l'œil, mais quand même, il y a véritablement des émotions. C'est presque 20 ans de ma vie. J'ai profondément respecté les gens de l'opposition. Et quand je dis les gens de l'opposition, pas seulement les élus, je parle aussi des citoyens. Allez, un petit regret, j'aurais aimé qu'il en soit de même à mon égard. Ça n'a pas toujours été le cas, mais bon, la politique est quelque chose de dur, où parfois on pratique l'invective, l'injure. Bon, je ne crois pas que ce soit d'une grande utilité. Voilà ce que je voulais dire. Merci encore aux élus, merci encore aux fonctionnaires. Je vous invite très brièvement, parce que le conseil municipal a été extrêmement long et qu'il y a France-Pays-Bas, je vous invite à boire une coupe de champagne sans protocole. Alors, normalement, c'était réservé aux élus. Mais comme le public n'est pas resté très nombreux et qu'on a les moyens, mais je vous rassure, c'est moi qui l'offre. Le champagne, c'est pas payé avec ma cafetière personnelle. Voilà.